On est tout le temps face à un choix, pas vrai? Agir pour soi ou collaborer avec les autres. L'égoïsme, ça semble plus simple, c'est sûr. Mais alors pourquoi est-ce qu'on coopère si souvent? Aujourd'hui, on va décortiquer un peu ces forces invisibles qui nous poussent à travailler ensemble en s'appuyant sur des recherches vraiment fascinantes. C'est là qu'est tout le paradoxe. En théorie, dans pas mal de situations, l'intérêt personnel devrait l'emporter. Et pourtant, que ce soit dans les plus petites interactions ou dans la politique mondiale, la coopération est absolument partout. Alors qu'est-ce qui nous pousse à faire confiance et à collaborer comme ça? Pour essayer de comprendre ce puzzle, les chercheurs utilisent un outil assez génial qui vient de la théorie des jeux. Ça met parfaitement en lumière ce conflit permanent entre notre intérêt personnel et le bien commun. Voilà, on est au cœur du problème. Dans ce scénario, si on ne peut pas faire confiance à l'autre, le choix qui paraît le plus rationnel, c'est de trahir pour maximiser son propre gain. Mais le truc, c'est que si les deux joueurs trahissent, eh bien, ils finissent tous les deux par perdre. C'est un véritable casse-tête. C'est ça, le paradoxe clé. Si chaque personne agit de manière rationnelle, c'est-à-dire purement égoïste, le résultat pour le groupe est pire que si tout le monde avait simplement décidé de coopérer. Alors, comment on sort de cette impasse? Eh bien, la première solution est un outil d'une simplicité surprenante. La parole. Les chercheurs appellent ça le cheap talk, la communication non contraignante. C'est un peu comme la carotte pour encourager la coopération. Et là, l'impact est visuellement frappant. Regardez la ligne rouge. Le simple fait de permettre aux participants de discuter change complètement la dynamique. La coopération explose et surtout, elle se maintient bien plus longtemps que dans les situations sans communication, en bleu. Et les chiffres sont sans appel. La coopération bondit de plus de 70% chez les individus et de près de 50% au sein des équipes. C'est juste énorme. C'est la preuve éclatante que le simple fait de se parler, ça permet de bâtir la confiance et de surmonter cette peur d'être trahi. Et les messages échangés pendant l'expérience étaient souvent très directs, comme celui-là. Ce n'est pas de la grande négociation, non. C'est un appel simple à la confiance et à l'intérêt mutuel. C'est cette simplicité et ce côté très humain qui se révèlent incroyablement efficaces. Alors, de quoi est-ce qu'on parle dans ces cas-là? Eh bien, le point crucial, c'est que les discussions ne tournaient quasiment pas autour des menaces. Non, elles se concentraient surtout sur le gain mutuel et sur l'équité. En gros, les participants se rappelaient les uns aux autres que coopérer, c'était la stratégie la plus payante pour tout le monde. Forcément, c'est la question qui vient juste après. La carotte de la communication, c'est puissant, mais ce n'est pas infaillible. Que se passe-t-il quand la confiance est rompue? Ça nous amène directement à la deuxième force en jeu, le bâton. Pour répondre à cette question, il faut donc s'intéresser au bâton. C'est une autre force puissante qui maintient la coopération. Notre tendance à faire respecter les normes sociales, même si ça nous coûte quelque chose. Dans cette expérience, il y a un observateur externe, le joueur C, qui n'a absolument rien à gagner personnellement. Pourtant, on lui donne la possibilité de payer de sa poche pour punir un comportement qu'il juge injuste. La question est que les gens le font? Et la réponse, c'est un grand oui. Près des 2/3 des observateurs ont payé de leur poche pour punir une injustice qui ne les concernait même pas directement. C'est un concept qu'on appelle la réciprocité forte, ce désir profond qu'on a de faire respecter l'équité même à nos propres dépens. C'est comme si on avait tous une sorte d'arbitre social à l'intérieur de nous. Bon, maintenant, ajoutons une petite couche de complexité. Est-ce que ces dynamiques changent quand ce sont des groupes et non des individus qui prennent les décisions? La recherche montre un phénomène assez clair, c'est l'effet de discontinuité. En fait, les groupes ont tendance à être plus calculateurs que les individus. Ils se méfient davantage et agissent de manière plus rationnelle, c'est-à-dire en se concentrant vraiment sur la maximisation des gains, purement et simplement. Et ces données le confirment parfaitement. Au début, tout le monde est très coopératif. Mais regardez ce qui se passe au dernier tour, le moment où la trahison est la stratégie la plus tentante. Près de 80% des individus coopèrent encore au moins une fois, peut-être par habitude ou par confiance. Chez les équipes, ce chiffre s'effondre à seulement 32%. Les équipes sont beaucoup plus susceptibles de trahir à la fin. Alors, si on met ces deux grandes idées ensemble, qu'est-ce que ça nous apprend? Comment est-ce que cette histoire de carotte et de bâton façonne notre monde social au quotidien? La grande conclusion, c'est ça. La coopération humaine n'est pas un état par défaut. C'est plutôt un équilibre fragile. La carotte, c'est-à-dire la communication, nous aide à la construire en créant de la confiance. Et le bâton, la sanction collective, la protège, en s'assurant que personne ne peut briser les règles du jeu impunément. Finalement, cette analyse nous donne une nouvelle grille de lecture de notre monde. Que ce soit dans la politique de bureau ou dans les négociations sur le climat, ce jeu de confiance et de conséquences se joue absolument partout.
En observant une collaboration ou un conflit, on peut maintenant se demander où sont la carotte et le bâton.